Analyse anthropologique de l'actualité du pays selon Benoît Trépied, spécialiste du droit kanak et du pays. Tels sont les titres que vous avez développés, André. Et donc, remercier nos auditeurs et nos auditrices d'avoir choisi Radio Dido et leur rappeler qu'après la petite pause musicale, nous allons vous proposer l'intégralité de cet entretien qui a été réalisé par Romain Méhoun avec l'anthropologue Benoît Trépied. Merci de votre fidélité et puis bon après-midi sur Radio Dido. Monsieur Benoît Trépied, donc bonjour, merci d'être avec nous pour cet entretien. Donc vous êtes à 22 000 d'ici, mais vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe dans le pays. Donc vous avez sûrement une analyse à nous faire. Et puis quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours au pays en Kanak? Oui, bonjour. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Le premier sentiment, c'est vraiment que je suis extrêmement inquiet, choqué, bouleversé, comme un peu tous les gens, je pense, du pays et tous les gens qui aiment ce pays, de voir le cataclysme qui s'est abattu sur la Calédonie, les gens qui sont morts, qui ont été tués, les malades qui sont morts, tous ces morts évitables. Ça fait un drame vraiment incommensurable, incroyable. Et puis aussi tous les gens qui ont tout perdu d'un point de vue matériel, les maisons, les entreprises, les voitures, les patrons, les employés. Je voyais encore là un reportage sur mes amis, mes collègues de l'IAC, tous les instituts de recherche, d'enseignement. Je trouve que c'est terrible. Et puis je pense que ce qui est sans doute terrible aussi, mais vous là-bas au pays, vous le savez tous mieux que moi, mais c'est aussi il y a des victimes psychologiques d'une certaine façon, c'est-à-dire cette peur de l'autre, l'incompréhension, la colère, la haine, la perte de confiance. Et ça, je trouve ça terrible pour le futur, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même renouer les ponts et arrêter cette spirale. Alors, de ce que je vois d'ici, de loin, je suis rassuré, enfin pas rassuré, mais je suis touché et je crois en ce qui se passe déjà dans certains quartiers de Nouméa où les gens fraternisent, et puis aussi beaucoup ailleurs, en brousse en fait. J'ai vu les images de Pointe-Limier, de Bourail, de Koné, de Poya. Ça donne un peu la foi de voir que le destin commun se poursuit quand même malgré tout, la citoyenneté, et puis il faut espérer que tout le monde s'accroche à ça. Mais pour ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que justice soit faite pour toutes les victimes, victimes humaines, victimes matérielles de tout ce qui s'est passé. Il faudra que la justice soit vraiment impartiale et respectueuse du droit, en fait. Et puis après, il faudra aussi fondamentalement régler le problème politique et social qui a mis le feu aux poudres. Parce que sinon, c'est condamné à se reproduire encore et encore. Vous avez évoqué donc la question de vivre ensemble et du destin commun qui est illustré donc du côté du Nord. S'il y a une tentative d'explication de ce qui se passe réellement, donc il y a une sacrée différence entre le Nord, les îles et le Sud, voir ce qui se passe dans Nouméa et Grand Nouméa. Est-ce que si vous avez une tentative d'explication, c'est quoi l'explication? Là encore, je vois ça de très loin. Donc pour moi, tout est quand même très flou, faut le dire. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé sur les barrages, quel barrage, qui a mis le feu comment. Je ne sais pas comment aussi les gens entre ceux qui se sont protégés, qui ont protégé leur quartier, ceux qui ont sorti des armes, etc. Donc c'est flou. Mais globalement, si on prend un peu de recul, à mon sens, on a le sentiment qu'il y a une crise à la fois politique et sociale qui était en germe, que Nouméa, c'était depuis longtemps une cocotte minute, que les tensions, elles s'étaient exacerbées depuis quand même longtemps, et qu'il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu. Donc c'est pour ça que il me semble que la crise, d'une part, elle est très localisée quand même sur la région de Nouméa. Donc je pense que ça veut dire fondamentalement que l'enjeu, que le pari de l'accord de Nouméa, la citoyenneté, le destin commun, là où ça a pêché, là où ça a bloqué, et là où il faut travailler, c'est dans la région de Nouméa. Et moi, je dis ça pour avoir longtemps vécu à Koné, où en fait,
le destin commun, il émerge au quotidien, même si c'est pas le paradis, tout n'est pas tout rose, mais il y a quand même une tranquillité et une espèce de sentiment de citoyenneté qui émerge. Mais c'est depuis longtemps qu'à Nouméa se cristallisent des tensions. Et à mon avis, ces tensions, c'est lié à plein d'éléments. C'est lié au fait que c'est à Nouméa que les inégalités, les discriminations sont les plus vives et aussi les plus visibles. Hein. Ça se voit parce qu'il y a des gens qui... c'est-à-dire qu'il y a des gens dans des situations de grande précarité et à quelques encablures de là, il y a des gens dans l'opulence, en fait. Et ça se voit, et ça se sent, et ça se ressent, je pense. Et puis, il y a peut-être une perspective peut-être plus large et plus politique qui est que les accords de Matignon et de Nouméa, ça a été fondé sur cette politique de rééquilibrage. On le sait. Mais ce rééquilibrage, il a eu un volet très géographique, qui s'est décliné de façon très géographique à travers le partage des 3 provinces, qui était une façon de partager le pouvoir, puisqu'on savait qu'avec le découpage, les indépendantistes kanaks auraient pouvoir au nord et aux îles, et qu'en fait, du coup, les loyalistes se repliaient au sud. Et d'une certaine façon, je pense que chacun dans sa province, disons, s'est occupé de ses affaires. C'est un petit peu quand même beaucoup ça qui s'est passé, malgré les tentatives de créer de la collégialité et des logiques pays, mais malgré tout, ça s'est beaucoup enraciné comme ça. Et j'ai le sentiment que finalement, personne n'a pris la mesure de ce que signifiait le fait kanak urbain, le fait qu'aujourd'hui, il y a la moitié de la population kanak qui habite en ville, qui habite dans le Grand Nouméa. Et ces populations-là, elles sont très diverses, à mon avis, socialement, économiquement. Il y a des gens qui ont des jobs, il y a des cadres, il y a des techniciens, il y a des fonctionnaires, il y a des employés, il y a des gens qui sont propriétaires, locataires, mais il y a aussi des classes populaires, il y a aussi des gens pauvres, il y a aussi des gens dans des squats, des gens dans des grandes situations de détresse sociale. Et disons que c'est quand même un échec collectif, à mon avis, et de tous les partis, de tous bords de Calédonie, de ne pas avoir pris la mesure de ces enjeux-là. C'est-à-dire, évidemment, il me semble que les partis, disons que les responsables politiques à la tête de la province, à la tête des mairies, donc il y a eu des politiques sociales de différentes dimensions, etc. Mais malgré tout, il y a eu quand même aussi des logiques de préservation d'un entre-soi blanc et riche sur Nouméa, et en particulier dans les quartiers sud. Je pense, il y a 3 ans, par exemple, il y avait une grande enquête de Calédonia, de la chaîne Calédonia, sur les discriminations. On peut encore voir cet épisode sur YouTube qui montrait bien toutes les discriminations au logement, à l'emploi, dans les boîtes de nuit, etc., qui se concentraient quand même dans certaines zones de Nouméa. Donc, il y a ce problème-là. Mais d'un autre côté, je pense que même les partis indépendantistes ont un petit peu laissé tomber, si je puis m'exprimer ainsi, la question kanak à Nouméa. C'est-à-dire qu'il y a eu notamment du point de vue du FNKS depuis toutes ces années, et on le sait, la stratégie d'émancipation, elle a été beaucoup tournée autour du projet d'usine du Nord, du contrôle du nickel, du développement de VKP. Et ça, ce sont des priorités politiques qui me paraissent légitimes. Mais du coup, on a peut-être un petit peu oublié, entre guillemets, de se préoccuper de la population kanak de Nouméa. Et ça, j'en veux pour preuve notamment la question électorale. Ça m'a toujours frappé. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population kanak qui habite à Nouméa, mais il n'y a pas la moitié de la population kanak qui vote à Nouméa. Les gens votent, vous le savez bien, les gens votent très largement dans leur tribu d'origine, au nord et aux îles. On sait très bien qu'à l'approche des élections municipales ou provinciales, il y a la valse des procurations de tous les partis politiques des îles qui font le tour de tous les gens des îles qui habitent à Nouméa pour récupérer leurs procurations. Et pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais la concurrence entre les partis indépendantistes, entre l'UC, l'UNI, etc., fait que les gens se sont un peu, disons, cette course au pouvoir dans les provinces nord et îles a fait qu'il n'y a pas eu, disons, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de prise en compte réelle de ces Kanaks, tous ces gens qui habitent à Nouméa, on va considérer qu'ils peuvent et qu'ils doivent participer au débat politique à Nouméa, donc être localement représentés. Et je pense aussi, dans cette perspective, il y a souvent quand même des discours assez traditionnalistes, finalement, qui disent, quand on voit les problèmes sociaux et la délinquance à Nouméa,
Moi, j'ai souvent entendu des discours disant « Ah, mais ça, c'est des petits jeunes qui sont perdus à Nouméa. Il faut qu'ils reviennent dans leur tribu, il faut qu'ils reviennent sur leur terre, coutumière, etc. » Mais ça, des fois, c'est pas possible. Des fois, les gens sont à Nouméa depuis plusieurs générations pour des histoires, parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a des conflits fonciers aussi, des fois, dans les tribus, parce que des fois, il y a des violences familiales, des violences sexuelles. Donc, il y a plein de... On ne peut pas, disons, se dire, bon, en fait, le problème serait réglé si les gens étaient rentrés à la tribu. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Et derrière ça, des fois, il y a un discours qui dit oui, c'est un problème de perte de repères identitaires, ils ne connaissent plus la culture, ils ne connaissent plus la coutume. Moi, je pense que ce n'est pas ça l'essentiel en réalité. Je pense que l'essentiel, c'est les inégalités sociales et les discriminations raciales dans la région de Nouméa. Donc, à mon avis, cet angle mort de la prise en compte de la question sociale urbaine kanak, c'est un des éléments qui explique que ça ait pris le feu à ce point. C'est-à-dire, on a bien vu que c'est devenu une espèce de folie furieuse, quoi. Enfin, j'ai le sentiment, encore une fois, je vois ça de loin. Vous le savez mieux que moi. Vous avez parlé de la question électorale il y a un instant, et justement, c'est la question du corps électoral qui a été, donc, on va dire, l'origine de ces différentes mobilisations. Donc, comment vous analysez la situation, le fait qu'il y avait eu une volonté de la part des loyalistes et de l'État de dégeler le corps électoral spécial provincial et qui a déclenché justement l'origine de cette mobilisation et qui a abouti aussi à ces violences? Oui, sur cette question politique, moi je pense que d'abord que l'État central a une immense responsabilité en fait dans la façon dont la situation a dégénéré. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que de nombreuses alertes sont envoyées par différents moyens auprès du gouvernement en disant « Attention, la question du corps électoral, c'est une question ultra sensible en Calédonie. » Je rappelle quand même que c'est pour ça que les gens se sont déjà entretués dans les années 80 au moment des événements. C'est-à-dire qu'entre la position initiale du peuple kanak qui disait en tant que peuple colonisé, nous sommes les seuls à pouvoir nous prononcer sur le futur de ce pays et il n'y a que nous qui pouvons diriger ce pays parce que nous sommes les colonisés, et c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et de l'autre côté, il y avait la position de la France qui disait la Calédonie, c'est un morceau de la France, donc tous les citoyens français votent, et donc vous les Kanaks, vous êtes minoritaires dans la population, donc vous serez minoritaire électoralement, et le problème est résolu. Et on sait bien que le problème n'était jamais résolu. En 1987, quand Bernard Pons avait fait un référendum sur l'indépendance, il n'a pas limité le corps électoral. Le FLNKS a appelé au boycott. Donc le non à l'indépendance l'a emporté avec des pourcentages dignes du troisième référendum de 2021. Les gens ont sabré le champagne et Jean-Marie Tjibaou, il avait dit ce soir à Nouméa, les gens sabrent le champagne, mais en fait ça n'a rien réglé. Et comme il disait, les Kanaks, ils vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Ça ne réglera aucun problème. Et ça d'ailleurs, on sait très bien que le troisième référendum n'a réglé aucun problème. Donc entre les deux, le conflit de légitimité entre celui du peuple premier colonisé et son droit à l'autodétermination reconnu par l'ONU, et puis la logique un homme égale une voix à la française, on sait que c'est pour ça que les gens se sont affrontés, entretués, et que, après tout ça et après tous ces drames, on est arrivé à un point d'équilibre fragile qui a été défini dans les accords de Matignon et ensuite dans l'accord de Nouméa, qui est ce corps électoral restreint et gelé à partir de 98. On arrive au terme de ce processus, donc il est normal de rediscuter de ce périmètre du corps électoral, et on sait que ce périmètre du corps électoral, c'est le support de la citoyenneté calédonienne. Donc c'est les gens qui sont dans cette liste qui, en gros, font pays, doivent faire pays avec les Kanaks, etc. Et donc les gens de longue date, des gens pour qui la Calédonie est la patrie de cœur, au moins, qui sont de là et qui ne sont pas de l'Hexagone. On arrive au terme du processus, il est normal de rediscuter, comme dans n'importe quel pays du monde, d'un code de la citoyenneté qui permet de définir comment on devient citoyen. C'est comme en France, il y a un code de la nationalité sur comment on devient national français et citoyen français. Donc ça, c'est normal. Mais
il y a deux choses évidentes. La première, c'est que ce n'est pas à l'État français et au Parlement français de décider de cette logique de qui fait partie de ce pays et qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire qui est sur la liste électorale et c'est-à-dire qui est citoyen. C'est un petit peu comme si aujourd'hui c'était, disons, le Parlement européen, l'Union européenne qui décidait en France du code de la nationalité française, en fait. Les Français n'accepteraient jamais. Et donc ça, d'une part, c'est évidemment un débat qui doit avoir lieu entre les Calédoniens et pas les parlementaires français, parce que moi je vous assure, pour avoir suivi les débats à Paris, que il y a quand même beaucoup de parlementaires français qui n'ont aucune idée des subtilités de la situation calédonienne. Et puis d'autre part, ça a été dit et répété, comme c'est un point névralgique central du débat politique, ça ne peut pas être traité avant et en dehors d'un accord politique global sur le futur de la Calédonie. Ce qui me désole, c'est que tous les avertissements ont été ignorés, en fait. C'est que tous les gens qui ont dit attention, il ne faut pas passer en force, et même les anciens premiers ministres, Lionel Jospin, Édouard Philippe, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, tout le monde a dit il ne faut pas foncer, il faut y aller doucement. La Calédonie est fragile, c'est une poudrière, il ne faut pas passer en force, et que le gouvernement français n'ait pas voulu entendre ça, et se soit aligné sur les positions de Mme Backès et M. Metzdorf en la matière. Je pense que c'est vraiment une erreur historique, en fait. Et le cataclysme qu'a touché la Calédonie, c'est la conséquence de cette étincelle ou de ce coup de chalumeau qu'a été mis sur le brasier calédonien. La question donc du pays en ce moment, il est réglé comme si on est dans une banlieue de France. Ne faut-il pas voir les choses autrement pour régler la situation selon vous? Ah bah oui, en fait, tout le problème, c'est que si on pense que ce qui s'est passé en Calédonie n'est qu'un problème social de type banlieue, on passe à côté de l'enjeu politique. Si on pense que c'est qu'une crise politique liée à la question du gel électoral, on passe à côté de l'enjeu social, de la misère sociale, des inégalités. Donc on ne peut pas en fait séparer ces deux plans, à mon sens. Les deux sont intrinsèquement liés et il faut travailler sur les deux plans. Et donc, mais encore une fois, même Édouard Philippe l'a dit il y a à peine 2 jours sur les plateaux de télé, il a dit c'est l'accord politique qui doit primer avant tout. En fait, on n'aura pas de retour au calme, on n'aura pas d'apaisement si on ne discute pas de l'enjeu politique. Et donc c'est quand même... ils ne peuvent pas traiter le dossier calédonien comme ils traitent les banlieues françaises. Ça me paraît essentiel. Maintenant, il y a un truc terrible qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'une fois que la violence elle est lancée, c'est l'escalade. C'est l'escalade des deux côtés, c'est la radicalisation des deux côtés. Et donc, c'est aussi la violence, la haine, la destruction. Et donc, on prend le chemin d'une décolonisation. Jusqu'à présent, là, pendant 30 ans, on a dit on se décolonise en construisant le pays. Mais maintenant, là, le risque, c'est qu'il y ait des discours qui disent on se décolonise en détruisant le pays. En détruisant le pays. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et ce qui me frappe surtout, c'est à quel point ça évoque la situation de 1988. Au lendemain d'Ouvéa, au lendemain du drame d'Ouvéa, les gens étaient prêts à s'entretuer. Il y avait un fossé immense, en fait. Et aujourd'hui, on n'arrête pas, et depuis des années, on a des discours un peu lénifiants sur Chibaou et Lafleur, on fait des statues, on les met sur un piédestal, etc. À tel point qu'on perd un peu, à mon sens, la portée subversive de ce qu'ils ont fait en 88. Parce que quand ils se sont serrés la main en 88, ils ont été considérés comme des traîtres dans leur camp. Lafleur, qui pourtant régnait d'une main de fer sur les loyalistes, il s'est fait désavouer quand il y a eu le référendum de 88, où la population blanche de Nouméa a voté non, en fait. Alors, donc c'était un acte de défiance incroyable. Et quant à Jean-Marie Tjibaou, on le sait, il l'a payé de sa vie. Donc il est important, à mon sens, aujourd'hui, de se rappeler de ce qu'ont fait ces deux hommes-là à ce moment-là. Ils n'avaient pas des statuts à l'époque. Ils étaient extrêmement critiqués pour avoir fait ce choix de la paix, ce choix de la construction, plutôt
que de dire on n'a pas fait ça pour rien, maintenant on lâche rien, maintenant tout a brûlé chez nous, on a des martyrs, etc. Mais ça, c'est la logique même de la violence. Et on le voit dans toutes les situations de conflits de ce type-là, en fait. Changer de perspective, c'est terrible. Il faut beaucoup de courage et c'est très dangereux. Donc à mon avis, il faut que les gens, aujourd'hui, en Calédonie, se remettent bien en tête ce qui s'est passé en 88. Se rendre compte du chemin qui a été parcouru depuis, grâce à ce geste qui, à l'époque, a été très mal vu. Néanmoins, pour aussi ne pas repartir sur un cycle similaire, il faut deux choses, à mon avis. Il faut prendre la mesure vraiment de ce qui n'a pas marché dans l'accord de Nouméa et se rendre compte de qui a joué le jeu de la citoyenneté et du destin commun et qui ne l'a pas joué et pourquoi. Ça, c'est la première chose. Et comme je disais, je crois que ça se concentre beaucoup à Nouméa. Encore une fois, la brousse n'a pas cramé là. Et ça, c'est le signe qu'en fait, là-haut, ça tient pour le moment. Et puis, deuxièmement, il faut parler du type de souveraineté que les gens peuvent construire ensemble, en fait. Il faut arrêter de tourner autour du pot et il faut dire, écoutez, moi, c'est ce que j'essaie de dire souvent, et c'est pas un point de vue partisan, c'est un constat lucide. Les Kanaks, ils renoncent pas à l'indépendance. Donc, à partir de là, il faut discuter, il faut que les autres discutent avec eux en voyant quelle forme d'émancipation ils peuvent construire qui rassure tout le monde. Parce que d'un autre côté, les gens qui disent mais si demain il y a l'indépendance, qui seront nos médecins, qui seront nos enseignants, etc. Mais ça, c'est des vraies questions qu'il faut pas les contourner. C'est des vraies questions. Et là, on le voit bien aujourd'hui, où là, tous les hôpitaux crament. Là, il y a des dialysés qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu être dialysés. C'est quand même une folie. Et si demain, tous les médecins partent, qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, je dis pas ça pour... puis je veux pas donner de leçons. Moi, je suis loin. Mais il faut affronter ces questions tous ensemble, en fait. Et je trouve ça dommage qu'au fil des accords, il n'y ait pas eu des moments où les gens se sont mis autour de la table et ont parlé de ça, en fait. Ok, on veut se décoloniser, mais sous quelle forme, quoi? Et comment on peut trouver des points de compromis qui permettront à la fois de répondre à la revendication kanak de décolonisation, de recouvrement de souveraineté, tout en continuant de bâtir cette citoyenneté inclusive qui est quand même quelque chose d'unique au monde et qui est un bien de tous les Calédoniens. C'est-à-dire de se dire, le peuple kanak partage son droit à l'autodétermination avec les autres, ça s'est vu nulle part. Ça s'est vu nulle part, parce que par contre, des décolonisations où les gens s'entretuent, et puis ça s'est vu souvent. Et ça n'a, au final, ça n'a rien donné de très réjouissant, voilà, à mon avis. Monsieur Trépied, donc une question concernant l'État, puisque l'État il est concerné directement par certaines décisions ou par beaucoup de choses sur ce qui se passe ici au pays. Dernièrement, donc après la visite du président de la République française et toutes ces déclarations, il y a quelques jours, il veut un référendum national sur le projet de loi constitutionnelle concernant le dégel du corps électoral. Donc, le président veut faire appel à l'opinion française. Comment vous analysez donc cette situation, cette façon de faire les choses concernant ce projet de loi en question qui a été controversé, entre guillemets, je veux dire? Oui, alors d'abord, ça a quand même étonné tout le monde que le président Macron sorte cette idée d'un référendum national. Moi, je pense honnêtement que ce projet de réforme constitutionnelle, il est mort et enterré à l'heure où on se parle. Parce qu'il a certes été voté dans les mêmes termes au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais ensuite, pour qu'il puisse être validé et modifié la Constitution, soit il faut qu'il y ait une majorité des 3/5 au Congrès, c'est-à-dire au Congrès, ce qui rassemble tous les sénateurs et les députés. Là, on sait, à l'aune des prises de position politiques des uns et des autres, qu'il n'aura pas cette majorité des 3/5. Il ne peut pas l'avoir à l'heure actuelle. Ou alors, cette réforme, elle est validée par un référendum national. Mais un référendum national, ça veut dire que tous les Français se prononcent sur la Calédonie. Alors, moi qui vis ici, je peux vous dire que les 3/4 des Français pensent que la Calédonie, c'est vers la Guadeloupe et la Martinique. Donc, on est quand même assez loin du compte, si vous comptez sur les Français pour avoir une vision éclairée de ce qui est de l'enjeu de la Calédonie et de ce qui est bien pour les Calédoniens.
Je pense que les Calédoniens de tous bords n'accepteraient jamais d'être dépossédés de ce qui leur appartient en propre, c'est-à-dire décider eux-mêmes de ces questions-là. Et en plus, vu le contexte politique national, un référendum de ce type, à mon avis, se transformerait immédiatement en un référendum anti-Macron, c'est-à-dire que tous les opposants transformeront, comme ça se fait à chaque fois, un référendum sur une question devient un référendum sur pour ou contre le président. Vu le niveau d'impopularité du président Macron en France, je pense qu'il s'expose à la victoire du non. C'est-à-dire que le projet ne passerait pas du tout. Donc, à mon avis, il ne peut pas ou il ne veut pas dire que le projet est à l'arrêt, mais le projet est complètement à l'arrêt. J'arrive pas à comprendre comment ce projet pourrait passer dans le contexte actuel. L'autre élément qu'il faut dire aussi, c'est que le président Macron, il a mis cette espèce d'ultimatum, d'ici fin juin, on sait qu'il a été ambigu dans ses propos, on ne sait pas s'il convoque le Congrès ou pas, etc. L'article 89 de la Constitution qui définit les modifications de la révision constitutionnelle ne fixe aucune échéance pour la convocation du Congrès de Versailles ou du référendum. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années, ça peut ne jamais advenir. Il n'y a rien dans la Constitution qui oblige le président à convoquer. Il n'y a aucun délai qui est cité. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que la fameuse révision du corps électoral, ce qui a inscrit le corps électoral gelé dans l'Assemblée nationale, ça a été voté par le Congrès de Versailles en 2007. Mais en fait, cette dernière étape était la suite du vote de cette loi qui avait eu lieu en 1999. C'est-à-dire que finalement, Chirac, il a convoqué le Congrès 8 ans plus tard. Donc là, il n'y a rien qui presse. Dans les textes constitutionnels, il n'y a rien qui pousse le gouvernement à agir vite et à mettre la pression sur les partenaires. C'est donc uniquement une question de volonté politique. Et il me semble que vu la façon dont la Calédonie a été balayée par ce cataclysme social et politique, il n'est plus du tout temps de mettre des ultimatums et de continuer à vouloir passer en force. La sagesse, c'est le retour à la paix,